à Auschwitz, dans l'atelier Oui, de c'est-à-dire, confection. j'ai dit la façon comment la vie se passait. Euh, je ne sais pas si je racontais, j'ai rencontré un Belge, un Jean, non-juif, résistance, qui a fait sauter des trains et qui devait, quand on l'envoyait à Auschwitz, et on a vu très liés ensemble et on se voyait souvent. Et en étant juif, j'ai dit, écoute Jean, tu me fais un plaisir. Si une autre chose, tu retournes en Belgique, tu essaies de trouver mon frère qui est là. S'il y a une chance que ma mère qui vient, que tu tues ma vie, etc. Je donnais mon nom, etc. Lui me donnait son nom, Jean Aidé. Il dit, oui, mes parents, ils ont une boulangerie rue Marie-Christine. Je dis, bon, ça va, ça va. Pour dire des choses qui se passent journalièrement, malheureusement, on dit un l'autre va vivre, va voir l'autre, et le contraire est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé avec Jean, le pauvre? C'est-à-dire, c'est en novembre 44, un jour on lui appelle, il passe devant le tribunal intérieur de Auschwitz, tribunal militaire, et suite de dossier qui est venu, qui a montré qu'il a fait sauter des trains comme ça, le malheureux était condamné à mort, mis contre le mur et abattu avec 12 balles. Et c'est le contraire qui s'est passé après, parce que après, comme moi je suis retourné en Belgique, c'est moi qui est allé rue Marie-Christine, c'est moi qui est rentré dans un magasin à l'autre pour annoncer est-ce que vous n'avez pas un fils qui s'appelle Jean qui était de choses. Je n'ai pas su trouver ses parents. J'ai fait au moins 15 ou 20 magasins partout. Je ne connaissais pas son nom réel parce que pour des raisons précises, voilà. C'est l'histoire, malheureusement pour un, heureusement pour l'autre, qui s'est passé. Il avait quel âge, ce Jean? Il était un homme très jeune, il avait peut-être 25-30 ans à ce moment-là. Il y avait beaucoup de Belges qui étaient là, et beaucoup de gens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'avais aussi un très bon connaissance, un homme très doux, un Allemand, qui avait une triangle jaune qui était religieux, c'est-à-dire un protestant, qui me montait l'espoir que Dieu est là, etc., etc. Et c'est comme ça la journée qui se passait. D'ailleurs, c'était une arrière été touriste à Auschwitz au mois d'août septembre. Après le travail, on était torse nu. J'admirais. On rentrait dans la baraque, comment ça se passait, la vie après le travail? Après le vie de travail, se prendre de douche, se laver, se faire propre. Et puis sortir, parce que je crois une fois 7 heures, on devait être rentré à l'appel. Chaque matin, c'était appel. Toujours 6h30 appel. Le mot tel et Chaque tel. baraque. Chaque baraque, non, chose. Ça veut dire tout le camp était contrôlé je présume, de 6h à 7h. Pas de choses pour voir qu'il n'y a rien qui manquait. Appel, etc. Enfin, quand il y a un À quelle numéro. heure on se levait On se levait à 5h30. du matin? Ouais, Qui réveillait? Comment? Automatique, sirène, hurlement, bon, c'est la vie. Ça commence à 5h30 du matin. On était à 7h de travail. On finissait à 5h. Je dis ça de chiffres comme ça à peu près. On rentrait. Et puis on allait dans la rue, on se rencontrait, on attendait des nouvelles, comment le front, Il y avait etc. des petits groupes qui se formaient, Et puis il y a des d'amitié. mauvaises nouvelles. Oui, j'avais des amis, enfin des amis. Vous avez 16 ans, 16 ans et C'était demi. la Pas mauvaise. encore 17 ans, là, à l'époque. Oui, il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui arrivaient. Les derniers juifs qui arrivaient étaient les juifs grecs, qui n'étaient pas forts du tout, motivés, caractériels. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup survécu. Tu sais que les juifs polonais, tout ça était de plus rudes, les Allemands, tu comprends, les juifs méditerranéens. Et ils liquidaient le camp de Theresienstadt,
Il y a beaucoup d'enfants qui venaient. Et la nouvelle... Enfants, ils allaient direct parti comme ça, mais énormément, ça brûlait jour et nuit, le four crématoire travaillait 48 heures sur 48 heures et ça chauffait. Les trains arrivent, ça disparaît, ça gazait. C'est-à-dire, ceux-là, nous on était là, bon, quand on était dans le camp de travail, il y avait de tout genre de travail, qui mouraient, mais le train entier qui arrivait encore passer au four crématoire. C'était, voilà, c'était une période... On voyait le four crématoire? Non, on voyait pas, non. On n'avait pas faim l'odeur parce que le vent tournait parfois. Et parfois, tu avais un léger goût de quelque chose brûlé. Chair brûlée. Chair brûlée, oui, parce que c'était le route fourneau, mais le vent chassait parce qu'on était quand même à une distance de 10-12 km. Hein. Et comme ça, travaillait jour et nuit, on savait tout ce qui arrivait parce que c'est l'ANES-là que je te disais, on appelait ce commando, on appelle le Canada. Canada, ça veut dire là-bas le pays, le bon pays. Pourquoi? Eux ramassaient tout et tout ce qui est comme nourriture, les gens emmenaient quand même, c'était pour eux. Ils avaient à bouffer. C'était vraiment pour eux. Tout le monde voulait travailler au Canada parce que c'était vraiment pour débarrasser les gens de valises, charger tout ce qui est valise sur les camions pour que ça vienne chez nous pour triage, et tout ce qui est mangé pouvait tenir. C'est-à-dire c'est ceux qui réceptionnaient les gens qui étaient destinés oui, on appelait le commando. Non, non, ça c'est pas eux, c'est-à-dire c'est encore autre chose. Ça, ils participaient pas. Eux, c'était le train. Décharger le train, tout le valise qui doit rester, le mettre à un endroit sûr, et tout ce qui est bouffé, qu'ils pouvaient bouffer. Tu comprends, je veux dire. Le reste, c'est repris. Si tu veux dire, les gens s'étaient repris par ce moment-là par des autres, puisque soi-disant prenaient une douche, suivis par des SS, c'était beaucoup plus radical, par des capots spécialisés, triangle vert, toucher les gens, et puis le gaz, et puis la suite, et ainsi de suite. C'est tout à fait... Le Canada était une chose, il n'a rien à voir. Que après le four crématoire, on prenait les cadavres et les choses, c'était un autre groupe qui travaillait de ça. Mais ces groupes-là ne tenaient pas longtemps, parce que ces groupes-là, d'abord, moralement et tout ça, ils finissaient, et ils étaient tellement abusés qu'on a battu par balle et on prenait les autres. C'était affreux de voir des gens, quand tu vidais de four crématoire, tu vidais des gosses et machins comme ça. J'ai encore posé la question, j'ai dit, est-ce qu'il y avait quelqu'un du 24e transport? C'est le transport que ma mère qui venait. Et j'ai trouvé ça une femme, oui, je connaissais ta mère. Parce que j'avais une de mes tantes qui était cachée quelque part. On pouvait voir des femmes? Ou les femmes étaient séparées des hommes? Non, après la guerre, j'ai trouvé une femme, j'ai dit, qui était sur le transport de ma mère. Et elle m'expliquait un peu, disons, l'odyssée de ma mère. Elle dit, parce que je raconte pour revenir sur ma mère, quand ma mère est arrivée, qui était prise, elle est partie le 24e transport et moi le 26e transport avant moi. Il y avait une sœur à ma mère qui n'habitait pas à Ino, qui était prise par la Gestapo parce qu'elle aimait jouer aux cartes. Alors rejoindre des couples qui jouent, à un certain moment il y avait une rafle. Il s'était dénoncé. Tout le monde se fouillait par le toit. Et ma tante voulait fouiller aussi, mais c'est un toit en verre, et elle n'a pas fait attention, elle a traversé. Et elle s'est blessée, elle s'est ouverte, elle s'est cachée dans la cave, mais le sang qui coulait, la Gestapo l'a trouvée comme ça. Et on l'a dû coudre, elle était fort blessée. Et ma tante était peut-être 2 mois, elle était là avant ma mère. Et quand ma mère est venue, ma tante était encore là, ils l'ont emmenée avec ma tante. Ma mère partait avec ma tante, qui boitait, puisqu'elle s'était guérie, mais très mal, elle avait un bâton et elle marchait avec. Et en venant devant les SS au camp à Birkenau, c'était le même appel. Qui était malade va à l'hôpital, qui est vieux va au hospice. Et devant les SS, il dit, et vous madame? Il dit, je quitte pas ma mère. Je quitte pas ma soeur qui est blessée. Et c'est comme ça qu'elle est partie, malheureusement, au four crématoire, en pas quittant sa mère.